Merci pour l'accueil. Je suis très content de tous vous rencontrer. Je pense que vous êtes la section la plus active du CAL à l'heure actuelle. Donc, c'est un plaisir de voir toute la jeunesse. Donc, c'est bien. Maintenant, je me sens vieux, voilà, avec mes 33 ans. Alors, l'idée aujourd'hui, ce que j'aimerais vous présenter, c'est comment on peut combattre. Et surtout, donc, je suis très content aussi qu'il y ait des membres de l'USLF qui fassent la jonction avec tous les mouvements légitimistes. Et j'ai entendu un peu, je discutais avec vous avant, on est tous plus ou moins, alors moi-même j'ai 33 ans, j'ai 6 enfants, je suis un reconverti, je suis pas né légitimiste, je suis né catholique, enfin baptisé, mais comme n'importe qui à notre époque, bisounours, enfin voilà. Donc on a fait plus ou moins le même cheminement, vous êtes dans le cheminement comme peut-être moi je faisais il y a 10 ans ou quoi. Et donc l'idée aujourd'hui, j'ai appelé ça la restauration intégrale. C'est moi qui ai inventé le concept. C'est pas un concept, c'est pas un concept quoi. L'idée, c'est juste d'exprimer comment on peut vivre notre combat légitime dans le quotidien. Parce que jusqu'à maintenant, nous avons, le légitimisme. Donc je vais pas faire un cours de doctrine aujourd'hui. Je vais pas faire non plus un cours d'histoire. Je pars du principe que vous êtes convaincus sur la doctrine, sur que vous connaissez un petit peu notre histoire et que vous savez que Vivin est le roi. Donc là-dedans, qu'est-ce que c'est que notre combat? Donc il y a le militantisme, il y a ce que nous faisons là, mais ce que j'aimerais, comment dire, aujourd'hui, sur le sujet sur lequel j'aimerais insister, c'est notre combat au quotidien et comment appliquer le légitimisme dans notre vie. Et que quelque part, c'est dans le combat politique, c'est la version politique de notre conversion religieuse, si je peux appeler ça. Donc, je vais commencer par là. Donc pour Dieu, pour le roi, pour la France. Donc souvent sur Vexia Gallier, nous signons les articles pour ça. C'est pour bien rappeler que notre combat et que ce que nous portons n'est absolument pas un idéal, ou plutôt n'est pas idéaliste. C'est-à-dire que c'est pour des choses qui sont incarnées. Donc d'abord pour Dieu et son Fils Jésus, qui a été incarné, qui est né et qui est mort sur la croix et qui est monté au ciel. Donc quelqu'un que l'on peut bien situer, qui veut bien incarner. Donc la première chose pour laquelle nous nous battons, c'est pour son amour. Et ensuite, nous nous battons pour le roi, idem, qui est une personne incarnée, Vivin, qui vient à Madrid, qui est descendant des Capétiens, et qui est le roi très chrétien, qui est le descendant donc des rois très chrétiens de France, qui sont les lieutenants de Dieu sur terre, et qui sont donc au service du roi des rois, Jésus. Donc notre amour pour Dieu nous amène naturellement à notre amour pour le roi, qui fait qu'on veut agir pour lui. Et le roi, quelque part, Louis XIV n'a jamais dit ça, mais vous connaissez tous la formule apocryphe, je suis l'État. Le roi n'est pas l'État, mais le roi incarne la France, et notre combat pour le roi doit nous amène naturellement à nous battre pour la France que nous aimons. Et la France que nous aimons, c'est nos ancêtres, notre terre, nos clochers et notre quotidien, les gens qu'on a autour. Et avant tout, j'allais dire encore plus, la France, c'est une mission, c'est Gestilii per Francos. Parce que, comme vous savez, je vais pas vous faire un dessin, vous savez tous la situation où est la France à l'heure actuelle. C'est compliqué, ça peut être désespéré pour certains, mais peu importe, c'est pas désespéré du tout en fait. C'est ça qui est beau, c'est que la mission, on part de la réalité où on est et on avance. Donc la mission n'a pas changé. Si nous sommes dans cette situation, c'est certainement une punition des errements des Français dans le passé. Et en tout cas, nous, ce que nous pouvons faire à notre petit niveau avec le petit bras, c'est continuer la Gestilii per Francos, l'œuvre de Dieu par les Francs. Donc j'ai mis ces trois mots. Hein. Donc l'incarnation, ne jamais oublier l'incarnation, sortir de tout ce qui est idéalisme, romantisme. On a le droit d'avoir du panache, hein, c'est pas la question, hein, c'est très bien. Mais que on se bat pour des gens incarnés. Et vous, dans votre section, vous avez un chef Gonzalo, vous avez un corps, vous connaissez les uns les autres. Et on n'est pas des saints, on n'est pas parfaits, on a tous nos défauts. Là, comme disait Saint François de Sales, là où il y a des hommes, il y a de l'hommerie. Donc l'art, c'est de faire avec ce qu'on a pour les uns les autres, par charité d'abord fraternelle avec ceux qui nous sont proches, et de rayonner loin. Dans l'esprit de service, donc service à Dieu, service au roi,
et service à nos amis, à nos familles, à nos paroisses. Et évidemment, le légitimisme, c'est la fidélité, mais j'en reparlerai un peu après. C'est-à-dire que j'en parlerai après. Ouais. Et bon, vous l'avez déjà senti, mais la phrase suivante que j'ai mise, c'est simplement de dire que la spécificité, c'est-à-dire c'est la contre-révolution à l'état pur, c'est-à-dire sortir complètement du XXe siècle et du XIXe, mais encore plus du XXe. Nous ne manœuvrons pas, nous ne sommes pas des politicards, nous ne voulons pas d'activisme, nous reprenons les choses dans l'ordre, c'est-à-dire d'abord Dieu, puis ensuite la politique, le roi, et puis tout ce qui est plus proche de nous. Et dans cette vision donc surnaturelle, essayer de voir les choses par rapport à Dieu, ne pas vouloir s'approprier les choses. Nous sommes des instruments, nous sommes imparfaits, nous faisons ce que nous pouvons. Avoir une vision politique claire, des principes fermes, des stratégies. Il faut être intelligent, prudent. On peut faire plein de choses, mais savoir toujours que tout ce que nous faisons, c'est sous le regard de Dieu, c'est pour être son instrument, et nous ne sommes pas plus intelligents que Dieu. Donc, lui faire confiance et être fidèle. Donc, être fidèle, c'est quoi? C'est comme l'amour dans le mariage, c'est une volonté de se mettre au service de, quoi qu'il arrive, et comme on sert, quand c'est le roi, par exemple, un homme, alors l'avantage c'est que quand on sert Jésus, c'est Jésus, donc on sait qu'il est toujours bon, mais ensuite ses représentants sont des hommes, on le sait dans l'église aussi, donc il y a de l'hommerie, ben c'est pas grave, on peut tout de même être fidèle et nous être de bons servants. C'est pas notre, il faut être à la place où on est mis. Si on est servant, on est servant. Si on doit prendre des postes, si on doit décider des choses, on décide des choses. Si on va faire d'autres choses, on fait d'autres choses. Vous êtes fidèle à la mission qui nous est donnée là où on est. Alors après, vous nous direz comment savoir la mission que l'on fait. Bon. Et en pratique, je pense que les deux choses qui doivent marquer notre combat, c'est l'honneur et la noblesse. J'imagine que vous avez tous, ou si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à lire l'épopée vendéenne. Et évidemment, enfin, dans toute notre histoire, nous avons de nombreux saints et de nombreux héros, je préfère dire saints ou chevaliers, qui donc étaient de grands chrétiens qui se mettaient au service de leurs subordonnés, de la veuve et de l'orphelin. Tout ça, c'est pas juste des mots, hein, c'est très concret. Donc ça, il suffit de regarder l'histoire pour le voir. Et je pense que notre rôle au XXIe siècle, c'est de réincarner ça. Et ça, tout le monde peut le faire. C'est pas compliqué. Il suffit de vouloir le faire, d'y aller petit à petit, on n'est pas pressé. Mais donc, de se battre, non pas en se disant que nous allons obtenir le résultat humain que l'on veut, mais en étant fidèle à notre mission qui nous est donnée. Parce que l'honneur est peut-être la valeur qui a été la plus malmenée depuis la Révolution. Et je ne sais pas exactement ce que vous avez comme image de l'honneur. J'essaie de donner une définition très simple. Je connaissais une famille dont la devise était plus d'honneur que d'honneur. Écrit le deuxième honneur avec des S, donc plus d'honneur avec un grand H si vous voulez que d'honneur avec des petits H, avec un S. Qu'est-ce que c'est l'honneur? L'honneur, c'est tout simplement faire son devoir. Ça, si vous voulez, c'est le pendant de noblesse à dire, c'est-à-dire que l'on fait sa mission pour bien faire sa mission dans un esprit de sacrifice, sans se préoccuper de ce que pensent les autres, donc pas de respect humain, sans se préoccuper du résultat final et d'avoir la conscience tranquille d'avoir fait son devoir, dans l'esprit de sacrifice, hein, qui est chrétien. C'est-à-dire savoir se sacrifier. Donc l'honneur se fiche des honneurs, l'honneur se fiche des diplômes, l'honneur se fiche des places, l'honneur se fiche de ce que pensent les gens. Et c'est simplement incarner et faire ce que l'on peut, sachant que on est faibles, on est des hommes, on ne sait pas, voilà, on a nos faiblesses, on fait des fautes, on fait des péchés, mais on est chrétien, donc quand on se trompe, on reconnaît qu'on se trompe et on repart, on se remet à Dieu, et en se remettant à Dieu, on fait son devoir comme on peut, et on a la conscience d'avoir fait
son devoir. Et ça, c'est une exigence de tous les jours. Et en tant que légitimiste, c'est ça qui est important, c'est que nous savons que la mission de la France, qui n'est pas n'importe quel pays, qui est un pays particulier ou qui a été fondé dans le baptême de Clovis et dont la mission a toujours été de faire la geste de Dieu sur terre à travers tous les Francs. Les Francs qui d'ailleurs étaient eux-mêmes un peuple noble au départ, France, c'est-à-dire libre peuple qui était aristocratique en soi. Et quelque part, la conversion de Clovis a fait donc de la Gaule la France, et petit à petit, avec la christianisation de la France, de tous les Francs des hommes libres. Au passage, j'aimerais préciser que la Révolution a pu libérer les gens, mais elle a pu faire ce qu'elle a fait que parce que tout le monde était libre avant la Révolution. Et la France était dans ce sens-là un peuple véritablement aristocratique. Donc là, je précise bien, ça n'a rien à voir avec la noblesse de naissance, la noblesse, les titres donnés dans l'armée, les grades, des choses comme ça. C'est un état d'esprit. Et on est tous appelés à être nobles et à vivre dans l'honneur, à être des chevaliers du XXIe siècle. Je voulais remercier Quentin qui m'a fait toute la super présentation photo en l'espace de quelques heures, parce que l'état avant était très cristouné. Donc Quentin a embelli tout ça avec son talent de graphiste. Merci Quentin. Aujourd'hui, évidemment, les chevaliers du XXIe siècle, on n'a pas trop d'épée, on va pas effriter dans la rue avec les antifas, ça va pas apporter grand chose. Il faut être des chevaliers, des vrais nobles, des vrais aristocrates dans ce sens-là. Donc on a une tête, on réfléchit pas juste avec les muscles et le ventre. C'est bien d'avoir des tripes. Mais bon, je pense qu'à Lille, vous avez une bonne expérience de la faune qui est en face. De se friter avec les antifas, c'est pas forcément une bonne idée. Donc l'idée, c'est incarner notre combat, avoir les bons principes. Être chevalier, c'est dire quoi? Être ferme, être courageux, avoir de la force. Mais aujourd'hui, notre combat, pour l'instant, qui sait, ça va peut-être changer, mais n'est pas trop encore dans la guerre concrète, enfin dans la guerre, c'est-à-dire sur le champ de bataille. Quoique les choses peuvent venir plus vite qu'on ne le croit. Mais bon, le déficit absolu de notre époque, c'est que soit c'est trop politica, c'est ce que j'appelle l'activisme, ce que les gens appellent la politique en termes généraux au XXe siècle et maintenant aussi. On a des gens qui sont activistes, et ça c'est normal, j'allais dire. Je pense qu'on y est tous passés ou qu'on a eu tous ces idées à un moment donné parce qu'on est baigné dans la République. Et puis après la guerre, la République s'est installée. Les élections, tout ça s'est installé. Donc tout le monde pense qu'en allant voter, ça va faire quelque chose. Qu'en faisant de l'emprise, ça va faire quelque chose, etc., etc. Ou faire de la manœuvre. On pense que nous, les hommes, on est très forts, donc en faisant des bonnes manœuvres, on va pouvoir retourner ceux qui sont en face. Je pense qu'on commence à se rendre compte. Enfin voilà, moi qui fais de l'histoire, je peux vous assurer que la manœuvre, le machiavélisme et l'emprise, ça ne marche pas. Il faut être prudent, il faut être intelligent, il faut aller rencontrer les gens, il faut, comme fait Gonzalo, les happer et les mettre là où il faut. C'est très important de faire ça, mais pas dans un esprit pour être élu, pour faire de l'emprise ou quoi, mais pour fonder quelque chose sur des bases saines qui peuvent durer longtemps et qui, en cas de coup dur, permet d'avoir des groupes qui sont forts et bien constitués. Et, voilà. Il faut voir une section, si vous voulez, comme une caserne militaire ou plutôt un monastère de Templiers qui ont une vie spirituelle très puissante, mais pour une mission temporelle. Donc, faire attention à tout ce qui est entrisme, activisme. L'activisme, ça fait plaisir, mais ça fatigue et ça déçoit parce que ça marche pas, donc on se prend plein de râteaux dans la tête. Et il faut pas oublier, surtout que ici vous êtes, il y a beaucoup de, nous avons les deux représentants des deux fronts du légitimisme, les anciens et la jeunesse. Pour la jeunesse, c'est très important de se former. Et le CLF est là pour nous aider. Mais parce que si on n'a pas les bons principes, on ne sait pas où on va. Parce que principe, ça veut dire quoi? Principe, c'est aussi la fin, le but. Donc, si on n'a pas l'endroit où on veut aller, on ne sait pas comment agir.
Et aujourd'hui, comme la personne qu'on a rencontrée dans le métro, elle est très active. Mais sa fin, c'est Zemmour. Donc, ou c'est la prochaine élection, ou c'est le meeting qui arrive, donc c'est voué à l'échec sur le long terme. Nous, on n'a pas d'illusion, on sait qu'on est réaliste. Hein. Ça, c'est très important. C'est ce que je disais au début, l'incarnation, ça va être le réel. On parle de la réalité. On parle de ce que nous avons. On sait très bien que les dégâts qui ont été faits en France depuis un siècle, 2 siècles, voire plus, ne va pas se réparer comme ça par un coup de baguette magique. On ne promet pas des lendemains qui chantent. On sait très bien que demain, le roi revient sur le trône, ça va être la galère. Mais si demain le roi revient sur le trône, il faut qu'il y ait des gens sur qui il puisse compter pour pour travailler, pour bosser, pour bien travailler. Si vous voulez être demain ces gens-là, il faut apprendre à faire de la vraie politique incarnée. Donc pas d'entrisme, pas d'activisme, pas de manœuvre. On n'utilise pas les gens. Il y a une belle phrase aussi de Saint François d'ici, de Saint François de Sales, qui dit, je pense que c'est cet esprit qu'il faut avoir, jouir des choses du ciel sans en user, et user des choses de la terre sans en jouir. Donc, et une autre phrase qui va dans ce sens-là de Saint Ignace, c'est, on va interpréter, c'est peut-être pas la phrase exacte, mais c'est prier comme si tout dépendait de Dieu et agir comme si tout dépendait de nous. C'est exactement cet esprit qu'il faut avoir. Et c'est l'autre point que je mettais, donc pas de providentialisme. On n'est pas un romantisme, on fait pas ça juste parce que c'est classe, on fait pas ça juste parce que on est nostalgique d'un passé qui ne peut plus revenir, non, c'est pas du tout ça. C'est que on sait d'où on vient, et comme on sait d'où on vient, on sait où on doit aller. Et de toute façon, c'est l'esprit, on n'a pas le choix. C'est comme quand on est fils, on a le choix d'accepter sa mission, et on a le choix de la refuser, mais la mission que l'on reçoit, on la choisit pas. Et quand on est français, ou accueilli sur le sol de France, Gonzalo est un exemple parfait. Et ça, non, mais c'est vrai, parce que je fais une petite parenthèse, mais bon, dans tous les milieux de droite, on sait tous le problème qu'il y a de l'immigration. Le problème de l'immigration, nos ennemis, c'est pas eux, hein, c'est ceux qui ont fait la révolution. L'immigration est un vrai problème. Mais notre but n'est pas de se battre contre eux comme des ennemis, c'est de les convertir. Et c'est qu'ils deviennent plus français que français. Et ceux qui veulent pas, il faut apprendre. Il faut être réaliste, il faut être ferme, il faut être juste. Mais nous ne confondons pas les ennemis. Nous, comme nous sommes légitimistes, notre but, c'est que nos ennemis deviennent légitimistes. C'est de prier pour nos ennemis. Alors, quand vous avez un antifa en face, il faut savoir se défendre, hein, je veux dire même physiquement. Mais il faut pas oublier que autant il faut haïr les mauvaises idées, les mensonges et les péchés, autant il faut aimer toutes les personnes qui ont été créées par Dieu et qui a une place réservée au ciel. Hein. Faut pas oublier ça. Et donc dans votre activité, et parce que aussi, alors les antifas, je connais pas, hein, je pense qu'ils sont très spéciaux, mais bon, d'autres, souvent, d'ailleurs, j'ai psycho, il y en a parmi nous, ou en tout cas, je sais qu'il y en a pas mal dans nos milieux, il y a pas mal de gens qui viennent d'en face. Hein. Ils sont des gens, en fait, qui ont du cœur, mais qui emploient leur cœur pour... pas pour les bonnes causes, mais qui y croient, et parfois des rencontres ou de la réflexion peut faire évoluer les choses. Donc pour continuer dans cette idée là donc de restauration intégrale, pourquoi j'ai appelé ça comme ça? C'est juste un petit clin d'œil au catholicisme intégral d'avant-guerre. Et pour faire un jeu de mots, on n'est pas intégriste, on est intègre. Et comme on est intègre, on est entier. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que on est simple, tranquille, mais on y va à fond. Et quand on a décidé la direction, on fonce. Mais on fonce tranquillement, avec tranquillité. Là, ici, il y a plein de jeunes. Et ceux qui sont en particulier, qui ont moins de 30 ans, qui sont pas encore dans des états de vie définis, votre âge est le meilleur âge pour discerner. Que vous ayez une vocation, familiale, une vocation dans l'église ou autre,
C'est des moments très importants et fondateurs. Si vous partez sur les bonnes bases, vous pourrez faire beaucoup de choses. Si vous voulez fonder une famille, dites-vous, je veux fonder une famille vraiment chrétienne et où j'éduque mes enfants royalement. Enfin, je veux dire, dans l'idée de l'histoire, dans la pratique, dans le concret. Et la génération suivante sera complètement différente de la nôtre. Parce que pour eux, ça sera naturel. Ils sont éduqués là-dedans. Donc, faut pas se concentrer que sur le court terme, il faut aussi penser sur le long terme. Et alors là, j'ai mis ça. Pourquoi j'ai mis ni païen ni bisounours? C'est pour critiquer les deux tendances, ou plutôt pour pour faire attention aux deux tendances de la politique à droite, disons, en France. Aujourd'hui, c'est la tendance païenne et la tendance bisounours chez les catholiques. Alors, les phrases, vous en faites ce que vous voulez, mais disons que ce que moi je me rends compte en venant du Japon, c'est qu'il y a une tendance qui est excessivement dangereuse dans la droite, dans les droites, dans tout ce que, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, la dissidence, comme certains l'appellent comme ça, c'est la tendance païenne, c'est-à-dire de vouloir gagner pour gagner contre l'ennemi qu'on va détruire et anticatholique en général, voire presque tout le temps, et une sorte de virilisme. Enfin, c'est très dangereux parce qu'ils se fondent sur une sorte d'idéalisation de ce que c'est que certaines, bon, je sais pas, que les origines celtes, que les origines romaines, enfin ce que vous voulez, mais ils savent pas ce que c'est en vérité, hein, parce que c'est des choses qui sont complètement idéalisées, et c'est un ordre excessivement dur et dangereux. Et la plupart, je pense, des gens qui sont dans ces mouvements-là, savent pas de quoi ils parlent en fait, hein, parce que quand ça se met en place et qu'ils en vivent, les pauvres, les faibles et les petits, ils en pâtissent. Donc ça, c'est un danger. Et nous, le légitimisme, on est une sorte de vaccin, enfin, plutôt de remède contre ce danger. C'est-à-dire qu'il n'y a que la religion chrétienne qui permet d'avoir cette sorte de fermeté intégrale, courageuse et ferme qui est juste. Hein. Donc ça veut dire, le roi fait justice. Hein, donc quand il faut trancher une gordienne, il faut le trancher. Mais toujours dans l'optique de la conversion des gens, toujours dans l'optique de la protection, du service des pauvres, de la veuve et de l'orphelin et des petits. Et ce que n'ont pas les païens et notre pays est chrétien, hein, et si on veut pas sombrer dans une barbarie sans nom, la barbarie vient autant de mœurs qui nous sont étrangers et qui viennent d'outre-Méditerranée ou tout ce que vous voulez, mais elle vient aussi de ces nationalistes de droite qui sont souvent des petits blancs, mais qui sont tout autant dangereux. Hein. Ensuite, le bisounours. Bon, ça, je pense que c'est encore plus, disons, c'est vous voyez, la manif pour tous, quoi. Hein. Moi, je me suis converti, disons, en marge de la manif pour tous, autant politiquement que religieusement. On a des ennemis, il y a des gens qui veulent détruire, tout le monde n'est pas gentil. Oui, ça peut sembler ridicule, mais en fait, comme on dit, d'ailleurs c'est très intéressant, ici nous n'avons pas ce que certains jeunes appellent la génération des boomers. Mais ce qui est intéressant, mais ça c'est lié, hein, c'est pas que français, hein, c'est mondial, c'est cette sorte de pusillanimité faible qui veulent la charité sans la justice. Et alors que la charité sans la justice n'existe pas, on ne peut être charitable, c'est-à-dire qu'on ne peut pardonner à quelqu'un que si il y a une condamnation avant ça, hein, parce que comment voulez-vous que le roi donne la grâce à un condamné s'il n'est jamais condamné, qu'on lui dise ce qu'il fait c'est bien. Voilà, il faut juste remettre les choses en place de ce côté-là, et donc de se battre contre le côté bisounours, et en particulier d'attaquer les racines du mal. Pas s'attaquer aux symptômes, parce que les symptômes, tout le monde normalement, enfin aujourd'hui malheureusement, enfin la situation devient tellement terrible que je pense que de plus en plus tout le monde sera d'accord pour constater qu'il y a un gros problème, il faut prendre des mesures, mais les mesures seront toujours pour simplement éteindre le pire de l'incendie, mais pas pour guérir la maladie. Donc ça permet de réduire un peu la douleur un temps, mais ça marche pas à long terme. Nous, les légitimistes que nous avons apporté, c'est de attaquer à la racine les maux. Et la racine commence par notre, j'allais dire, conversion légitimiste personnelle, c'est-à-dire appliquer ces principes dans notre vie.
Et c'est ce que, alors, je voulais vous raconter une petite histoire quand même, parce que moi j'aime, vraiment, je vais saluer Gonzalo, parce que ça, c'est du boulot d'avoir rassemblé tout ce monde. Euh, Quand il y a 10 ans, 15 ans, je commençais à devenir légitimiste. J'étais le dernier, enfin, pas le dernier des Mohicans, parce que je devenais légitimiste. Mais, on me rit, enfin, on se fichait de ma tête, quoi. Ça n'a pas changé. Bah, oui, non, franchement, les mêmes personnes que je connais il y a 15 ans, en particulier dans la famille, disons, des gens proches ou des gens un peu non, même les amis, nous, enfin, j'ai pas notre tête non plus, ils nous riez un peu, ouais, ah oui, c'est gentil votre truc, c'est pas sérieux, quoi. Et ben, maintenant, ils posent des questions. Ils sont intéressés, ils se rendent compte que, voilà, ça a changé complètement d'attitude opposée. Donc, le travail à long terme, ou à moyen terme, fonctionne. Et ça fonctionne par quoi? Par l'exemplarité. Par le fait qu'on applique. Et on n'est pas parfait, on n'est pas des saints, hein, donc on se trompe, voilà. Mais qu'on a cet esprit, parce que quand on applique les bons principes, il y a des bons fruits, c'est tout, c'est pas compliqué. Si on fait de la justice autour de nous, si on fait notre devoir, si on est charitable, si que quand on fait une crasse, qu'on a été un beau salaud, on dit j'étais un beau salaud et puis je ne l'aurais pas et tout ça, ça a des bons fruits. Et au bout du temps, avec un certain temps, les fruits, enfin les fleurs portent fruits et les fruits font profiter les autres. Alors bon, et puis ensuite, ouais. C'est simplement insister sur l'ordre, l'ordre que l'on doit avoir. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans toute erreur, ça c'est une autre chose qui est assez vraie, dans toute erreur, il y a un fond de vérité. Donc quand vous avez quelqu'un en face, quand vous allez voir l'antifa, par exemple, il faut lui dire qu'effectivement le fasciste c'est un truc de gauche. Donc s'il est antifa, il doit venir chez nous. Mais il a raison sur cet aspect-là. Vous voyez? Ouais, je veux dire, bon ça c'est des petits trucs, mais dans toute erreur, il y a une petite parcelle de vérité. Mais pourquoi ça devient une erreur? C'est parce que on oublie l'ensemble, ou alors que c'est désordonné. C'est-à-dire que l'ordre est pas le bon. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas moi, dans le mariage, il y a un homme et une femme, ça doit être l'homme qui est le chef et la femme qui est soumise à l'homme. Si c'est l'inverse, ça marche pas. Et ça veut pas dire que il faut pas opposer les hommes et les femmes. C'est les féministes qui disent ou les virilistes inversement aujourd'hui qui disent presque on dirait des loups de meute qu'il faudrait qu'ils mangent enfin c'est complètement ridicule. Dans les deux cas, il faut remettre les choses à leur place. Et avec le côté chrétien, parce qu'en fait, moi qui viens du Japon, ce qu'on comprend, c'est que un monde sans le christianisme va être excessivement dur. Donc la soumission en islam, par exemple, ou mais même dans les mondes païens qui sont pas spécialement islamiques ou autres, c'est dur, c'est dur. Et par exemple, au Japon, je peux vous dire que je peux comprendre qu'il y a une sorte de féminisme larvé, parce que l'avant-guerre était tellement dure pour les femmes que quand il y a eu la libération, tout a été jeté, quoi. Mais après, ça crée des désordres encore plus gros qui font que ça pose d'autres problèmes. Mais bon. Mais ce que je voulais dire, c'est l'ordre est important et que chaque chose soit à sa place. Et dans notre vie en particulier, si je reviens à la citation, enfin, le dicton, enfin, pour Dieu, pour le roi, pour la France, c'est remettre de l'ordre dans sa vie. Et on part d'où on part, hein, chacun on part d'où on part, et de remettre l'ordre petit à petit. Et l'ordre dans sa vie, c'est quelque chose d'excessivement concret. Hein. Donc d'abord Dieu, donc il faut faire ce qu'il faut faire en fonction de Dieu. Donc par exemple, si on n'est pas baptisé, si on n'est pas confirmé, se confirmer, si on n'est pas, enfin si on vit en concubinage et qu'on n'est pas marié, se marier. Si on a une situation plus compliquée que ça, faire ce qu'on peut pour se mettre en justice avec Dieu, pas comme on peut, avec les conseils des abbés. Hein. Et puis mettre dans sa vie quotidienne ce qu'on peut faire, donc rendre publiquement rendre justice à Dieu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la vertu de religion. Donc c'est la messe en particulier et puis tout ce qui est public. La prière dans son quotidien et qui va aller avec ensuite ce que j'ai présenté à cette présente, mais vivre comme des moines, si vous voulez, vivre comme des moines dans le monde.
C'est ça la politique. Et au début, il faut y aller petit à petit, hein, c'est pas d'un coup. Enfin, aiment bien y aller d'un coup, donc ça dépend des caractères, mais quand on commence dans sa vie à se mettre une règle bien ordonnée, les fruits porteront sur le long terme. Et c'est comme s'entraîner pour un marathon ou quelque chose comme ça. Au début, si on a fumé beaucoup et qu'on recommence à courir, on a l'impression d'avoir de cracher ses poumons. Puis en fait, au bout de 2 fois, tout va bien et tout est plus simple et tout coule de façon plus ordonnée. Mais de reprendre le gouvernail, parce que ça, c'est des choses qu'on peut décider. Il faut agir là où on peut agir. La première chose sur laquelle on peut agir, c'est nous. C'est ce que je présenterai après. Mais donc, c'est nous et sur nous. Donc ça, on peut décider ce qu'on fait sur nous et remettre l'ordre dans sa vie. Donc, publiquement, de façon privée, dans sa journée, et puis se former, savoir quelle est notre religion. Ensuite, après Dieu, si vous voulez, c'est la politique, mais c'est à part de nous, et on va vers le loin. Donc là, c'est ce que j'ai dit, ça correspond un peu à la première, mais je veux dire là, c'est encore différent, c'est disons dans le terme naturel, c'est se mettre en place un rythme, une règle de vie. Je disais tout à l'heure, vivre comme un monastère, oui, et même dans sa vie d'étudiant, enfin, ouais, il y a comme l'expression, c'est ceux qui se lèvent, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, des choses comme ça. En tout cas, faire ce qu'il faut par rapport à nos devoirs d'État, hein, évidemment, on a chacun des devoirs d'État différents, mais essayer d'améliorer. Je sais plus quel saint disait, je crois que c'est encore Saint François de Sales qui disait si on corrigeait un de nos défauts chaque an, tout le monde serait saint en 20 ans. Donc il faut travailler petit à petit, faire ce qu'on peut, et plus on est jeune, plus c'est facile de changer, hein, ça c'est un truc important aussi. Donc voilà. Se former, parce que si on se forme pas, on sait pas pourquoi on se bat, et si on sait pas pourquoi on se bat, on sait plus où on va, donc on dérive. Et surtout quand il y a des coups durs, on cède. Si on sait très bien pourquoi on se bat, si on sait très bien notre but, et là notre but c'est Jésus et le roi, c'est des gens qu'on aime. Quand on aime quelqu'un, même quand il y a un coup dur, on peut résister. Si on ne développe pas la formation, ça veut dire quoi? C'est développer notre amour de la vérité, notre amour des gens qui l'incarnent et notre amour de Jésus. Si on oublie la formation, notre amour s'étiole, et l'amour c'est quoi? L'amour c'est la volonté, hein, c'est le fait de pouvoir décider qu'on s'attache à quelqu'un ou à quelque chose. Donc sans cet amour qui est charité et qui est en termes politiques la fidélité, quand il y aura un coup dur, on lâchera. Le but du jeu, c'est de se préparer au pire. Il faut dire que demain, on aura un coup dur. Qu'après-demain, on sera peut-être en prison. Qu'on sera peut-être tué, on sera tabassé par un antifa ou je sais pas quoi. Il faut pas que ça nous empêche de continuer notre combat et de l'incarner, quoi qu'il arrive. Y compris en tôle, évidemment. Dans l'histoire républicaine, dès que les mouvements deviennent sérieux, voilà, mais ça on va peut-être pas, c'est un autre sujet. Mais il faut être prêt. Et je crois qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont des origines aussi nord-africaines. Je veux dire pied noir aussi. Et qui savent ce qui s'est passé là-bas. Voilà. Donc il y a du boulot. Mais c'est pas grave. Quand vous regardez l'histoire, si vous voulez, le gros défaut des années 50, 60, quand on regarde ce qui passe dans la vie française, ce qui se passe avant-guerre, le problème c'est qu'ils avaient oublié Dieu, ils avaient oublié l'ordre. Donc ils mettaient pas il y avait des exceptions, mais la plupart ne mettaient pas leur combat sous le regard de Dieu et sous le regard du roi. Mais ils étaient des excellents manœuvriers. Ils savaient utiliser, ils savaient faire des actions. Et des actions voilà, fortes, comment ça fonctionne un groupe, comment ça fonctionne l'autorité, comment quand il faut être violent, ils savaient faire tout ça. Et le problème, si ça n'a pas marché, c'est qu'ils le faisaient dans une optique ni pour Dieu ni pour le roi. Et donc tout ça. Mais nous, on a perdu ça. On a perdu ça parce que ça s'apprend. C'est pas inné. Ça s'apprend
par l'expérience. La politique, c'est quoi? C'est l'expérience, c'est dans la réalité, c'est la prudence. La vertu de prudence, comme disait déjà Aristote. Le bon chef, le bon politique, c'est l'homme prudent. L'homme prudent, c'est quoi? C'est celui qui sait ce qu'il faut faire à quel moment. Nous, on a perdu ça. Donc, on apprend hein, tous les jours. Il y en a qui l'ont, mais on ne sait pas comment faire. Parce que moi, au Japon, ce que j'ai appris au Japon, c'est ce côté politique concret, comment fonctionne un groupe. Parce que pour eux, les Japonais, ils ont encore ce fonctionnement-là, naturellement. Donc, on l'apprend en y étant, si vous voulez. Et et malheureusement, ça s'improvise pas, mais c'est pas grave. C'est ça la restauration intégrale, c'est réapprendre toutes ces choses qui peuvent nous rester, pour certains, dans certaines expériences familiales, associatives ou paroissiales, ou que l'on n'a pas, mais que l'on peut apprendre. Et que si on a une volonté, plus la volonté est forte, plus on peut l'apprendre vite. Après, la réforme personnelle, il faut agir sur ce qu'on peut agir. Donc c'est la famille, hein, donc nos parents qui étaient filiales, quel que soit, que ça soit des athées, des juifs, tout ce que vous voulez, en fait c'est sur eux qu'on peut agir le plus. Et juste petite précision, si vous voulez agir sur votre famille, essayez pas de débattre avec eux, hein, c'est l'exemple qui marche le mieux. On peut aussi débattre, mais ça marche en général moins. Et puis pour ceux qui font de la famille et qui peuvent avoir des enfants, tout ça, vous êtes maître chez vous. Hein. Donc il faut il faut complètement se détacher de tout ce qu'on nous apprend à l'école et de cette ambiance là où on inverse tout, où ça devient un matriarcat, où tout le monde est à égalité, c'est les enfants qui décident, les enfants de ça. Non, vous êtes maître chez vous et donc c'est vous qui mettez l'ambiance que vous voulez, c'est vous qui éduquez comme vous voulez. Alors il faut être prudent hein, parce que voilà, en République c'est chaud. Mais bon, c'est énorme. C'est vraiment la famille qui est le modèle le plus proche de ce que c'est la royauté dans le pays entier. Dans l'histoire de la France chrétienne, le roi, c'est d'abord le père du sujet, mais c'est la famille des familles. C'est l'extension naturelle des familles. Quand vous regardez l'Ancien Testament, tous les patriarches sont des patriarches. Donc c'est des rois, mais c'est des patriarches. Ce sont les premiers parmi toutes les familles, des familles. Donc l'extension, la base politique, c'est vraiment la famille. C'est là où on peut retrouver cet esprit traditionnel ou de complémentarité où chacun sert à sa place pour un bien commun, que ce soit celui de la famille, celui du royaume, et entre les deux, j'ai mis la paroisse et la section. Voilà. Et donc dans sa famille, on peut agir à sa place, hein, dans tous les sens, hein, parce que aussi il y a quelque chose, c'est important, c'est que comment dire, forcément quand on explique et qu'on réfléchit, on est obligé de faire des distinctions et de séparer les choses, mais dans la réalité tout est enchevêtré. On est tous à un moment donné chef de quelque chose, ou on a la responsabilité sur quelque chose, et à un autre moment soumis à quelqu'un et devoir d'obéissance. On est dans les deux situations à différents moments de la vie, avec différentes personnes, et en fonction de ce qu'on fait. Quand c'est pas, enfin, voilà. Quand vous faites votre potager dans le jardin, vous êtes le maître de votre potager, de faire comment vous allez comment vous allez faire le potager. Si vous donnez un cours à un élève pour l'aider au lycée, là c'est vous qui êtes le maître de l'élève, mais le lendemain vous allez en cours et le maître c'est le prof. Et voilà. Donc tout ça s'imbrique. Donc c'est pas, tout le monde est un peu tout, dans chaque ordre, dans chaque niveau. Donc voilà. Donc après il faut l'appliquer à la réalité. Ça c'est des principes. Hein. Les principes il faut les connaître et ensuite c'est la réalité qui compte. Mais ce que j'allais dire, voilà, j'ai résumé. Et c'est certainement pas à la mode au XXIe siècle, mais la famille, un petit royaume. Pour quand vous fondez des familles, c'est vous qui êtes les parents. Et piété filiale pour vos parents. Donc, n'oubliez jamais que c'est vos parents qui vous ont donné la vie, qui vous ont permis d'être là où vous êtes là, tout le temps.
Et donc, il faut prier, s'ils sont pas convertis, si ils n'ont pas les idées claires, ben, il faut prier pour eux. Le jour où vous arrivez à les convertir, ça veut dire que c'est énorme, hein, pour moi, tu sais. Je passe à la paroisse, après je parle de la section. La paroisse, c'est très important aussi. C'est ça qui permet de comprendre comment marche la chrétienté. Parce qu'il y a un autre défaut de notre temps, c'est la disparition du politique réel. Les catholiques sont orphelins, donc chef. Ils se tournent vers qui? Ils se tournent vers ceux qui tiennent la route. C'est les prêtres, c'est le pape. Et au XIXe siècle et au début du XXe, ils tiennent vraiment la route. Les Saint-Pudis, vraiment les... Mais on voit déjà Léon XIII, ralliement, condamnation de l'Action française, toutes ces choses-là qui montrent qu'on leur demandait des choses qui n'étaient pas dans leur prérogative au départ. C'est pas leur rôle. Donc on est état de nécessité, ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est pas leur rôle. Ils ont besoin j'allais dire de seigneurs, ils ont besoin de rois, ils ont besoin de chefs de famille catholiques qui ont leur rôle, qui sont pas, voilà, la distinction entre temporel et spirituel, c'est pas rien. Dans les choses liturgiques, dans les choses de la religion, nous sommes soumis aux prêtres, mais pour ce qui est de la politique, c'est pas le prêtre qui va vous dire, par exemple, dans votre famille, comment vous organisez. C'est pas le prêtre qui peut vous donner des conseils, mais des conseils sont des conseils. Des conseils, ça s'accepte, ça se refuse. C'est pas le prêtre qui va vous dire combien vous devez avoir d'enfants. Il va vous donner des conseils, il va vous dire qu'il y a des doctrines. Voilà. Et dans la paroisse, il faut servir nos prêtres parce qu'ils sont toujours dans une situation compliquée. Il faut servir la paroisse et essayer de former les prêtres. Parce que ça, c'est une réalité, je pense, quasi totale à l'heure actuelle, c'est que les prêtres à l'heure actuelle, je parle des prêtres de la tradition, hein, je parle pas des prêtres qui sont déjà pas clairs, qui n'ont pas les idées claires sur leur propre religion. Disons que quelqu'un qui a les idées claires sur leur propre religion, ils sont pas formés politiquement. Et d'expérience, mais ils sont bien câblés. Donc, il faut les inviter aux sections, aux événements. Il faut tout à fait. C'est pas facile. Mais il y en a au moins un que je connais qui, quand en l'espace de 3 ans, est passé de légaliste, tout régime se vaut, n'importe quel régime peut aller, à légitimiste, si vous voulez. Alors, il reste prêtre, hein, donc c'est pas lui, c'est pas son boulot, c'est pas à lui d'aller remettre le roi sur le trône. Mais je pense qu'il prie pour le roi maintenant. Et ça, c'est important. Nous avons l'ordre de Saint-Rémy qui fait ça. C'est ça. Bon, voilà, et puis là, j'ai juste mis des petites phrases. Voilà, c'est juste pour jouer, mais c'est-à-dire d'avoir ce juste milieu dans tout. Donc, nous sommes certains diraient intégristes, mais avec grande tempérance, avec grande modération. Et la modération, ça ne veut pas dire la mollesse, la pusillanimité. Voilà, c'est retrouver ça. Moi, c'est ce que j'appelais la restauration intégrale, et c'est juste voilà pour vous exhorter. Voilà, je vais finir par ça. Vous exhorter à incarner là où vous en êtes et où vous êtes la restauration. Et la restauration finira par le roi sur le trône. Peut-être qu'il y aura des circonstances qui font qu'il reviendra plus vite sur le trône. Mais la restauration, c'est d'abord une restauration dans tous les plans de notre existence et qui s'incarne d'abord par notre propre fidélité au roi, notre fidélité à nos principes, qui est notre honneur. Et donc réaliser, voilà, et appliquer ça comme on peut, hein, à la place où on est, tranquillement. C'est pas la force tranquille de Chirac ou je sais pas qui là, mais Mitterrand, c'était Mitterrand. Il était intelligent au moins, mais c'est dangereux quand il est intelligent qu'il n'a pas les bons portails. C'est encore une autre histoire. Voilà. Donc voilà, je vais finir là parce que je vais pas vous ennuyer plus. Et puis je pense qu'il y a des bières qui nous attendent. Mais en tout cas, si vous avez des questions, si vous voulez discuter après, on peut le faire. Merci beaucoup. Merci.